Bienvenue dans 10 raisons d'espérer, le nouveau podcast de l'Institut catholique de Paris. Merci de vous installer. À l'occasion de ses 150 ans, l'ICP tend son micro à ceux qui agissent au quotidien pour faire bouger les lignes. Et à travers l'exemple, Dans chaque épisode, un enseignant-chercheur de l'ICP rencontre un porteur de projet engagé et inspirant. donc la question sous-jacente. Ensemble, ils échangent sur leurs actions pour redessiner l'avenir du monde. Ces enfants souffrent de divers handicaps. La moitié sont autistes. Tous peinent à suivre une scolarité classique. Inclure. C'est un mot que l'on entend souvent. À l'école, dans les médias, dans les discours politiques. Mais derrière ce mot, il y a des choix concrets, des compromis et des vies qui changent. La scolarisation des enfants handicapés. Un parcours du combattant parfois impossible. Pour en parler, un enseignant-chercheur spécialiste des questions d'éducation et de santé. Bonjour, je m'appelle Thibaut Pombé, donc je suis maître de conférence en sociologie à l'Institut catholique de Paris, dans la faculté d'éducation et de formation, et mes travaux portent sur les thématiques de la santé et de l'éducation. Et le cofondateur de la marque Michel et Augustin. Les trubillons du goût, c'est nous! Bonjour, je m'appelle Augustin Paluel-Marmont, je suis marié avec Victoire, on a 5 enfants dont la 4e Sarah porteuse de trisomie 21 et dans la vie je suis aussi entrepreneur. L'inclusion pose une question simple, mais elle ouvre aussi une perspective, celle d'une société capable de s'adapter et peut-être d'une raison d'espérer. Tout le sujet de l'inclusion, c'est que ce n'est pas à l'enfant porteur de handicap de s'adapter à la société, c'est à la société de s'adapter à l'enfant porteur de handicap. La paternité, Augustin Paluel en avait toujours rêvé. Fonder une famille, donner la vie, transmettre. Mais un jour, à la naissance de sa 4e fille, tout a changé. C'était le 15 mai 2008, c'était notre 4e. Donc je ne vais pas dire que c'était one again, mais voilà, on y allait quand même très très cool. Vous avez déjà eu 3 enfants. Donc voilà, 4e, pas de problème et tout, un peu rodé, même hôpital, même équipe. Et voilà, on a vécu une forme d'abord de déni, parce qu'on a immédiatement compris quand elle est née que quelque chose ne tournait pas rond. On a fait un déni de réalité pendant 2 heures et toute l'équipe aussi autour médical ne nous a rien dit volontairement. Je suis reparti chez moi, comme ce que je fais normalement, pour me changer, pour me prendre une douche et souffler un peu et revenir. Et dans le trajet pour aller chez moi en bus, ma femme m'a appelé, m'a dit « Augustin, il faut que tu reviennes à la maternité, les médecins veulent nous voir ». Et je lui dis « Est-ce qu'elle est trisomique ?» À l'époque, c'est comme ça que je l'appelais. Je me souviens d'avoir appelé ma chère mère pour lui annoncer la naissance et lui dire Sarah est née, elle s'appelle Sarah, tout va bien, elle est juste pas très belle. Je connaissais un peu le milieu du handicap, mais de le connaître un peu, à le vivre dans le chair de ta chair et en sachant que c'est une responsabilité qu'on va avoir à vie, ça a été, voilà, on a suragi en disant mais combien de temps elle va vivre, est-ce qu'elle va aller à l'école, est-ce qu'elle va marcher, est-ce qu'elle va le parler, on savait rien. C'est un immense bonheur que je ne souhaite à personne. Il y a quelque chose qui revient très souvent dans ce que vous avez dit, et sur tous les terrains, surtout en cancérologie, c'est la question du déni. Quand on entend dans les services, tout le monde est dans le déni. Alors les parents, voilà, que vous êtes, se disent eux-mêmes dans le déni. Et moi, j'aurais tendance à penser et à proposer peut-être quelque chose. Je vais vous raconter pourquoi je pense à ça. Un jeune dans un service qui avait 16-17 ans et qui, le pauvre, est décédé depuis, avait des analyses qui n'étaient pas bonnes du tout. Et du coup, il était sorti faire la fête avec ses copains et sa mère me dit, il a dit à ses grands-parents que tout allait bien, qu'il mangeait alors qu'il mange pas et que ça va pas. Et du coup, pour tout le monde, il était dans le déni. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais animateur pour faire mon enquête dans les services pour adolescents et je lui ai dit, comment ça va ? Il dit, ça va pas du tout, je sais que ma maladie, elle a flambé, c'est foutu, et j'ai compris qu'en fait, il faisait ce que j'essaie d'appeler un travail de normalisation, c'est-à-dire qu'il essayait de vivre malgré tout avec la maladie et du coup de ne pas passer des heures avec ses grands-parents à expliquer que ça va pas, il sait que ça va pas et du coup ça lui a permis de sortir, de vivre comme les autres. Donc il y a
tout un travail de normalisation et qui est beaucoup porté par les parents, du coup, pour essayer que les jeunes puissent vivre normalement malgré la maladie ou la stigmatisation, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Ce travail du quotidien mené par les parents vise d'abord une chose, ne pas réduire un enfant à ce qui le distingue. Car derrière les mots se joue aussi une manière de regarder. En fait, on dit un enfant qui a une trisomie 21 ou qui est porteur de trisomie 21 et on ne dit pas qu'un enfant qui est trisomique parce que ce n'est pas quelque chose qui le qualifie de manière unique. Donc c'est un attribut qu'il a, il ne se limite pas à la trisomie 21 et c'était une subtilité que je trouve assez intéressante. L'image la plus parlante est celle de la personne avec un handicap moteur en fauteuil roulant. Si elle se retrouve face à un escalier, et ben, du coup, elle se retrouve en situation de handicap. S'il y a un ascenseur, elle n'est pas en situation de handicap puisqu'elle peut monter. Et du coup, ça a donné naissance à la formulation, donc, pas une personne handicapée, mais une personne en situation de handicap pour indiquer que l'environnement social avait un impact en fait, sur les conditions d'existence et de possibilités, surtout sur la parité de participation. Et cette idée a beaucoup été reprise donc par l'Organisation mondiale de la santé et par la fameuse loi de 2005 dont on parle tout le temps, dit que loi sur l'inclusion. Cette loi-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une modification en fait, de la définition du handicap en élargissant. C'est ce qui explique aussi la montée des chiffres. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus en plus de handicap, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus en plus d'inclusion, ça veut dire qu'il y a plus en plus de reconnaissance par l'institution scolaire de handicap. Mais concrètement, comment scolariser un enfant porteur de handicap ? Comment articuler la vie de la classe et un accompagnement adapté sans l'exclure du collectif ? Sarah, écoutez, elle a eu un cursus, elle est allée dans une école privée qui avait là un dispositif Ulysse, et on parle bien d'un dispositif Ulysse et pas d'une classe, parce que en fait, c'est là où en fait les enfants porteurs de handicap sont assignés à une classe et sont détachés dans un dispositif Ulysse pour les matières qu'ils ne peuvent pas suivre. Donc elle a passé du temps là-bas, ça s'est très très bien passé, puis après elle est allée dans un collège aussi avec un dispositif Ulysse. Juste du coup, le dispositif Ulysse, elle est en classe, alors, elle fait des heures normales avec... Officiellement, c'est qu'elle est dans une classe normale, et que quand elle ne peut pas suivre un cours, elle est détachée dans une espèce de, ce qu'on appelle un dispositif, mais en fait une espèce de classe, qui regroupe les enfants qui n'arrivent pas à suivre le cours et qui ont un enseignement adapté. Donc il y a des enfants qui vont dans le dispositif Ulysse 1 heure par semaine et d'autres qui font 95% de leur temps. Donc nous, de Sarah, elle était plutôt 80% du temps, en sachant bien que quand elle était en anglais ou en arts plastiques, évidemment, elle est totalement décrochée. Mais elle est contente, elle est là, elle capte un peu, elle apprend un peu. Donc c'est vraiment un très très bon équilibre et c'est vraiment sur mesure pour chacun des enfants en fonction de son handicap. Depuis 2005, la scolarisation n'est plus une option, c'est un droit. Depuis la loi de 2005, en fait, la scolarisation est devenue un droit opposable. C'est-à-dire que en pratique, si un parent n'a pas de place dans une école de secteur, il peut même porter plainte contre l'État. Ça, c'est la grande différence avec la loi précédente, qui était la loi de 1975, et en fait, qui était subtilement une loi d'obligation éducative, mais pas une loi d'obligation de scolarisation. Et là était toute la différence, puisque de l'animation socioculturelle ou de l'éducatif dans un institut spécialisé remplissait tout à fait les prérequis de la loi de 1975. Donc avec 2005, on est vraiment dans ce droit de scolarisation et cette obligation de scolarisation qui, en quelque sorte, a tout changé. Au-delà des lois, il y a aussi le regard des autres, celui de la société, dans les gestes les plus ordinaires. Et la société a fait des progrès extraordinaires. En tout cas, je ne peux que témoigner de ce que j'ai vécu. Et quand je lis ce qui se passait avant, je pense que ça a radicalement changé. Et moi, en 17 ans, je n'ai jamais vu quelqu'un, dans le regard de quelqu'un, une forme d'agressivité. Et j'ai même une anecdote, Sarah devait avoir 2-3 ans, elle marchait, elle commençait à marcher, elle marchotait, on était allé à la pharmacie, je peux acheter quoi, je faisais la queue, puis il y avait un petit endroit pour jouer, donc elle jouait là sur une espèce de table de dinette. Voilà, je prends mes trucs, je paye, je reprends Sarah et on marche doucement dans la rue et la dame qui était derrière moi me dépasse dans la queue à la boulangerie, s'arrête, nous regarde et me dit « Mais monsieur, vous avez une petite fille qui est magnifique ».
J'imagine qu'elle devait avoir une histoire avec le handicap, peut-être la trisomie. Et j'ai trouvé cette femme, que je ne sais pas du tout qui c'est, bouleversante, d'être capable de m'arrêter pour me donner, alors qu'on sait que la trisomie n'est pas du tout dans les normes de la beauté, que c'est des enfants qui sont laids, globalement, selon les standards de la beauté. Et je pense qu'elle a raison, parce que moi, je trouve que ma fille est super mignonne. Et quand je retrouve les photos de l'époque, je la trouvais dingue. Ces gestes ne font pas une politique publique, mais ils racontent un mouvement plus large. Une société qui apprend à regarder autrement. Là, on est sur les 10 bonnes raisons d'espérer, donc il y a vraiment un idéal qui porte et qui tracte la société, c'est vrai. Et les opinions publiques ont beaucoup changé d'ailleurs. S'il y a une des raisons d'espérer, pour moi, c'est cet engouement social, c'est ce soutien, cette reconnaissance aussi de la parole des personnes concernées, de leur demander leur avis. Enfin, c'est tout ce mouvement en fait de reconnaissance des droits et de droit à une justice sociale, une parité de participation. Voilà, un modèle beaucoup plus inclusif socialement. Tout le sujet de l'inclusion, c'est que ce n'est pas à l'enfant porteur de handicap de s'adapter à la société, c'est à la société de s'adapter à l'enfant porteur de handicap. Donc quand on dit ça, c'est que logiquement, il n'y a aucun effort à faire de la part des parents et des enfants, parce que la société doit juridiquement s'adapter aux spécificités et aux particularités des enfants porteurs de handicap. Et dans beaucoup de secteurs, c'est très bien fait. Et dans d'autres, ils sont à la bourre, mais je pense que ça progresse et qu'on parlait tout à l'heure du regard. Et je vais vous dire un truc d'une très grande simplicité, mais quand on voit le succès du film, un petit truc en plus de Artus. Allez, va. Oh putain, qu'est-ce que tu fous là, toi? T'es pas handicapé? Si, tu veux pas handicapé, Bah, voudrais pas. T'as raison, je suis pas handicapé. C'est le 9e, je crois, plus grand succès du cinéma en France, avec plus de 10 ou 12 millions de spectateurs. Évidemment, c'est plus fort que n'importe quelle politique publique, parce que ça change totalement, ça contribue à changer, à normaliser totalement le regard qu'on a sur les enfants porteurs de handicap, et même les adultes. L'impact sociétal de ce type de film est monstrueux. Moi, je trouve que la société est vraiment en mouvement, même si c'est pas parfait. Mais voilà, il suffit de retenir que c'est à chacun d'entre nous de s'adapter aux personnes qui ont un handicap et pas à eux de s'adapter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc maintenant, tout le monde s'y met et ça se passera très bien. L'inclusion n'est ni un slogan, ni une solution miracle. C'est un travail lent, imparfait, souvent fragile. Mais chaque enfant reconnu, chaque regard qui change, est déjà une victoire. Et peut-être une raison d'espérer. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode et une nouvelle raison d'espérer.